Nouvelle vidéo, les gars. On va regarder une vidéo de Kobe Bryant. Je pense aussi regarder Michael Jordan. Là, on voit deux légendes qui ont travaillé dur pour pouvoir atteindre leur objectif. Puis, j'ai essayé de m'inspirer un maximum et récupérer un maximum de valeur pour pouvoir l'intégrer dans ma vie. Donc, let's go, hein. Quand je joue, je suis arrogant. C'est ce que je fais, pas ce que je suis. Si vous me voyez me battre avec un ours, priez pour l'ours. J'ai toujours adoré cette citation. C'est la mentalité du Mamba. On n'abandonne pas, on ne bat pas en retraite, on ne fuit pas. On résiste et on conquiert. Je ne m'identifie pas aux gens paresseux. On ne parle pas le même langage. Je ne les comprends pas et je ne veux pas les comprendre. Toutes choses négatives comme la pression, les défis, sont pour moi une opportunité de progresser. J'ai mes doutes, j'ai mes insécurités. Il y a certains soirs où j'arrive à la salle et je me dis « Mon dos me fait mal, mes genoux me font mal. Je le sens pas. Je préfère me reposer. » Nous avons tous nos doutes. Il ne faut pas les renier, mais pas se laisser abattre non plus. Il faut les accepter. La chose la plus importante est d'essayer d'inspirer les gens afin qu'ils réussissent dans ce qu'ils entreprennent. Ces jeunes gars jouent aux dames. Je joue aux échecs. Gagner est la priorité. Il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas de presque. Aimez-moi ou haïssez-moi. C'est l'un ou l'autre. Ça l'a toujours été. Haïssez mon jeu, ma démarche arrogante. Haïssez mon envie, ma faim. Haïssez le fait que j'ai de l'expérience, que je sois un champion. Haïssez ça. Haïssez-le du plus profond de votre cœur. Et haïssez le fait que je sois aimé pour les mêmes raisons. Je suis là. Je ne vais nulle part, peu importe ma blessure, à part si elle me rend invalide. Je vais être le même joueur que j'ai toujours été. Je trouverai une solution, je ferai des ajustements, mais je serai quand même au rendez-vous. Je poursuis la perfection. Je suis quelqu'un de réfléchi, seulement dans le sens où j'apprends à aller de l'avant. Je réfléchis en ayant en tête le but que je veux accomplir. La dernière fois que j'ai été intimidé, j'avais 6 ans et j'étais en cours de karaté. J'étais ceinture orange et le professeur m'a ordonné de me battre contre un ceinture noire. De 2 ans mon aîné est beaucoup plus imposant. J'étais terrifié et il m'a botté le cul. Mais après, j'ai réalisé qu'il ne m'avait pas botté aussi fort que je le pensais. Et qu'il n'y avait pas vraiment de raison à avoir peur. C'est plus ou moins à ce moment-là que j'ai compris que l'intimidation n'existe pas si vous êtes dans le bon état d'esprit. Je n'embête pas les abeilles, mec. À part ça, je n'ai peur de rien. Je n'ai rien à faire de ce que vous dites. Si je rate des tirs pour la gagne et que les gens disent « Kobe a Cali » ou « Kobe on est à 7 sur je ne sais quoi dans les situations de pression », eh bien, allez vous faire voir. Je ne joue pas pour vous plaire. J'ai joué avec une main cassée durant les matchs, avec des chevilles tordues, avec une déchirure à l'épaule, une dent cassée, un genou gonflé comme un softball. Je ne manque pas 15 matchs à cause d'une blessure à un orteil qui n'était pas sérieuse. Si vous pensez que vous allez échouer, alors vous allez probablement échouer. Le plus important,
c'est que tes coéquipiers doivent savoir que tu es derrière eux. Et que tu les soutiens et que tu souhaites qu'ils réussissent. Tout ce qui est négatif, qu'il s'agisse de la pression, de défis, peu importe, c'est une opportunité pour moi de m'élever, de grandir. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour gagner des matchs. Que ce soit en secouant une serviette sur le banc, en donnant un verre d'eau à un coéquipier, ou en inscrivant le tir de la gagne. Je n'ai rien en avec les gens paresseux qui blâment les autres pour leur manque de succès. Du travail et de la persévérance découlent des bonnes choses. Il n'y a pas d'excuses. Ah, Kobe est trop bon. RIP. Repose en paix. Et donc, à l'été suivant, j'étais un peu meilleur. Au nouveau tournoi, j'étais meilleur. Je marquais des points. Ce n'était pas énorme, mais je marquais. Puis à mes 14 ans, quand j'avais entre 13 et 14 ans, je tuais tout le monde. Si tu veux être un grand joueur, tu dois t'entraîner 7 jours sur 7, 2 à 3 heures. Tous les jours, tout au long de l'année. Repose-toi à la fin, pas au milieu. Qui a été ton plus grand professeur en grandissant? Parce que t'as eu une enfance intéressante entre l'Italie pendant un certain temps, puis quand t'es revenu à Philadelphie, qui a été ton plus grand professeur à tes débuts? Il y en a eu beaucoup. Mes parents étaient super. Tu sais, en grandissant, ils m'ont inculqué l'importance de l'imagination, de la curiosité, et de comprendre que, ok, si je veux accomplir quelque chose, je ne vais pas m'asseoir ici et dire « Ouais, je peux le faire, je peux y arriver. » Oui, tu peux. Mais, tu dois aussi faire le travail nécessaire pour y parvenir. Donc ils m'ont appris ça très très tôt. Et quand tu grandis, tu sais, quand t'es un enfant et que tu vois déjà le monde comme un terrain de jeu, que tu sais que tout est possible si tu fournis les efforts, tu sais, tu grandis avec des valeurs essentielles. Je pense que le fait d'avoir une vision à long terme est devenu très important. Parce que je n'allais pas rattraper ces enfants en une semaine, je n'allais pas les rattraper en un an. Donc c'est à ce moment que je me suis assis et que je me suis dit, ok, ça va prendre du temps. Sur quoi est-ce que je vais travailler en premier? Les tirs. Ok, je vais faire que ça pendant les 6 prochains mois. Je ne ferai rien d'autre que du tir. Et après ça, je vais créer mon propre tir. J'ai commencé à créer un menu de choses à faire. Et donc, à l'été suivant, j'étais un peu meilleur. Au nouveau tournoi, j'étais meilleur. Je marquais des points. Ce n'était pas énorme, mais je marquais. Peut-être vers 12-13 ans? Ouais, 12-13 ans. Puis à mes 14 ans, quand j'avais entre 13 et 14 ans, je tuais tout le monde. Et c'est arrivé en 2 ans. Je ne m'attendais pas à ce que ça se produise en 2 ans, mais c'est ce qui s'est passé. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai retravaillé les bases et les fondamentaux. Les autres se basaient sur leur physique et leur talent. Mais c'est parce que je me suis tenu aux fondamentaux que j'ai rattrapé tout le monde. Donc à partir de 13 ans, t'étais bon, moyen? J'étais bon. C'était genre, à la fin de mes 13 ans, au tout début de mes 14 ans, que je suis devenu le meilleur joueur de tous les temps. À 14 ans? À 14 ans. Donc de 12 ans à 14 ans, t'es passé de marquer aucun point à être le meilleur joueur de l'État? Oui. Tout âge confondu? C'est assez simple en fait. C'est juste un calcul de maths. Si tu regardes à quelle fréquence les autres s'entraînent, c'est ce que je dis à ma fille. Ça, c'est vrai. Lui s'entraîne tout le temps. Et à l'entraîneur de son équipe. C'est juste un simple calcul de maths. Si tu veux être un grand joueur, tu dois t'entraîner 7 jours sur 7, 2 à 3 heures. Tous les jours, tout au long de l'année. Imagine à quelle vitesse tu t'améliores. Quand on y pense, la plupart des enfants s'entraînent peut-être 1 heure, 1 heure et demie, 2 jours par semaine. C'est juste des maths. Puis il y a les fois où ils s'entraînent pas, les fois où c'est juste insuffisant, ça va pas le faire. Et donc si tu t'entraînes de manière obsessionnelle, 2 à 3 heures par jour, sur une année, ou sur 2 ans, tu changes de dimension. Comment as-tu développé cette mentalité qui a fini par se faire appeler la mentalité du Mamba, mais comment l'as-tu développée? Quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé milieu collège, début lycée.
Parce que beaucoup d'enfants contre lesquels je jouais étaient des gamins du centre-ville. Et donc quand ils me voyaient, ils se disaient « Ok, lui, il est faible. Il vient de Philadelphie, son père a joué à la NBA en tant que professionnel, il a la belle vie, il est né là où il faut, tu sais, tous ces trucs. » Et donc, ils pensaient pouvoir m'impressionner, physiquement, ou m'intimider en faisant toutes sortes de choses que je ne pouvais pas faire. Mais à ce moment, je me suis dit « Ok, tu essayes de m'attaquer, alors comment est-ce que je vais t'attaquer ? Je vais trouver des moyens pour te briser. Je vais te montrer que, non, j'ai l'avantage. Tu vois ? Et donc, c'est là que ça a commencé. Me demander comment prendre le dessus sur un adversaire, peu importe qui c'est. Il y a une excellente citation qui dit « Repose-toi à la fin, pas au milieu ». Et c'est quelque chose que j'ai toujours gardé à l'esprit. Je ne vais pas me reposer maintenant, je vais simplement continuer. Il y a beaucoup de réponses que je n'ai pas encore trouvées. Il y a beaucoup de questions que je ne me suis pas encore posées. Mais je vais juste continuer. Je vais continuer. Et je trouverai ces choses en cours de route. Je vais continuer à construire de cette façon. Donc j'essaye de vivre avec ça en permanence. Tu te reposeras à la fin. Qu'est-ce que la défaite te fait ressentir ? Oh, c'est excitant. Pourquoi c'est excitant ? Parce que ça te montre différentes façons de t'améliorer. Ça te montre les choses de manière différente. Et tu peux en tirer l'avantage. Profiter de toutes ces faiblesses qui ont été exposées. Que tu as besoin de consolider. Donc c'est excitant, je veux dire. C'est nul de perdre. Mais en même temps, ça apporte des réponses que tu dois regarder. On obtient peut-être plus de réponses en perdant qu'en gagnant. Ouais, mais je veux dire, quand tu gagnes aussi, t'obtiens des réponses. Il suffit d'y prêter attention. Donc c'est un processus constant. C'est excitant quand tu gagnes, c'est excitant quand tu perds. Mais le processus reste exactement le même. Que tu gagnes ou que tu perdes. Tu reviens en arrière, tu observes ce que t'as fait et tu cherches ce que t'aurais pu faire d'une meilleure manière. Tu trouves les choses que t'as bien faites, qui ont fonctionné, et tu cherches à comprendre comment elles ont fonctionné. Et comment tu peux faire en sorte que ça se reproduise. Tu ne peux pas remonter sur le terrain sans avoir compris ta précédente défaite. D'accord donc ? Les erreurs que tu as commises dans ce match, tu dois faire face aux choses difficiles. Revisionne ce match et étudie-le. Pour ne pas refaire les mêmes erreurs encore et encore et encore. Sous prétexte que tu n'aurais pas été assez courageux pour y faire face. Quelles sont tes routines et rituels après chaque match ? Est-ce que tu revisionnes chaque match ou seulement certains matchs ? Tous. Chaque match, tous les matchs. En entier ? En entier. C'est pas vrai. Ça a commencé quand Phil Jackson a fait sa première année avec les Lakers. Et l'un des coachs assistants s'appelait Tex Winter. Et on l'appelait Maître Yoda, parce qu'il avait genre 82 ans. Et il avait la responsabilité de m'enseigner le principe de l'attaque en triangle. Quel âge t'avais ? J'avais 21 ans. Donc ça fait 3-4 ans que t'es entré dans la ligue ? Ouais, c'était ma 4e année. Et donc, je vais dans sa chambre, c'était... Tu sais, il n'y avait pas d'iPad ou des trucs du genre. Donc quand on voulait regarder un match, il fallait appeler la réception, faire monter une télévision, apporter tout ce qu'il fallait, tu sais, le magnétoscope, la cassette vidéo du match. Et je pensais qu'on allait regarder les touches. Genre, surveiller toutes les touches de balle, chaque décision prise, bonne ou mauvaise. Non, on a regardé le match du tout début jusqu'à la fin. Et pas comme un match que tu regarderais à la télé. On l'a regardé du début à la fin. Les lay-up lines, les temps morts. Chaque détail. Et ça pour tous les matchs de la saison. Ça m'a appris à observer les détails. À m'arrêter sur les choses les plus insignifiantes. Genre, le langage du corps. Tu sais. 3,185926535. Ça, c'est un enfant qui a utilisé la méthode Boclé. Ça paraît fou, mais avec une méthode précise, tout le monde peut devenir plus intelligent. Et quand je dis plus intelligent, je veux dire être capable de mémoriser n'importe quelle information entendue lors d'une conversation ou lue dans un livre. Être capable de se concentrer plusieurs heures sur une tâche sans effort. Maîtriser une nouvelle compétence en quelques semaines, même en partant de zéro. J'en suis la preuve vivante. Je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait Polytechnique. J'étais un enfant très moyen avec de grosses difficultés scolaires. Pourtant, aujourd'hui, je suis capable de lire un livre comme ça en 1 heure et de retenir la quasi-totalité des informations qui s'y trouvent. J'en ai fait la démonstration sur le plateau du magazine de la santé. À l'été suivant, j'étais un peu meilleur. Non, je rigole. Observer l'énergie entre les joueurs, dans notre équipe comme dans l'équipe adverse. Regarder les tactiques, regarder la stratégie dans son ensemble, et observer comment les choses se manifestent en fonction de la stratégie. Et du fait que je regardais autant de matchs, j'ai développé la capacité de voir les matchs en temps réel, comme si je regardais une cassette vidéo.
Donc je peux voir, tac tac tac, parce que souvent, les matchs commencent très très vite. Mais si tu t'entraînes à regarder des heures et des heures de vidéos, les matchs iront beaucoup moins vite pour toi parce que tu sauras reconnaître qui fait quoi et pourquoi. Et tu finis par faire naturellement les bonnes choses au bon moment. J'ai vu un de tes posts Instagram où tu t'étais levé à 4h du matin pour t'entraîner. Et, encore une fois, t'as eu une carrière incroyable, sans doute une des meilleures de tous les temps. Tu sais, t'as gagné tout l'argent du monde, t'as même reçu un Oscar, je veux dire, toutes ces choses sont arrivées, mais tu continues de te lever à 4h du matin pour aller t'entraîner. Pourquoi tu continues de te lever si tôt et de t'entraîner à ce stade de ta vie maintenant? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Déjà, quand j'ai pris ma retraite, je me suis un peu laissé aller. Donc le défi était, ok, je dois me remettre en forme. Et c'est vraiment dur parce qu'il n'y a pas de but à atteindre. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match, pas de saison. Donc je devais me motiver à le faire. Alors comment t'as fait? Pour moi c'était, ok, je dois viser quelque chose. Mais de manière précise, tu vois. Je peux pas viser quelque chose sans savoir ce qu'il faut pour y arriver. Faire telle chose pour avoir tel résultat. Mais aussi, tu sais, pour mes enfants. Parce que, genre, tes enfants ne peuvent pas voir à quel point tu travailles dur. Quand je vais sur le terrain, que je m'entraîne, ils ne voient pas l'effort que ça représente. Alors comment enseigner à ces enfants la valeur du dur travail? Eh bien, tu les emmènes avec toi. Donc quand je me lève le matin, ma fille vient avec moi. À 4h? À 4h. Elle vient avec moi avant d'aller à l'école. Et grâce à ce processus, elle comprend la valeur du travail acharné. Et que les choses prennent du temps. Ok. Moi, à côté de vous, moi, je suis une grosse merde. On va voir. Jordan. Motivation. I missed more than 9,000 shots in Michael Jordan. Ouais, français. Nouvelle vidéo. Ok, on va pas le regarder au complet.
On va reprendre ça demain. Mais là, c'est vraiment Michael Jordan, le GOAT, qui m'a vraiment poussé à, au début, jouer au basket juste parce que c'est Michael Jordan, quoi. C'était Michael Jordan. At some point in your life, I don't know if this happened, but there must have been a time when this little light bulb went off and you said, you know, I really have the potential to be someone special. In '84, I left school after my junior season, played on the Olympic team, got the exposure on the Olympic team, stepped into the professional ranks, and everything seemed to blossom. Comme pour les anciens comptes de sport, on va commencer cette vidéo par un petit tour aux Jeux Olympiques. Il y a 40 ans, en 84, les Olympiades se disputent à Los Angeles et ça tombe bien. C'est l'occasion pour le public américain de découvrir certains des meilleurs joueurs universitaires de basket. Dans une édition un peu restreinte en pleine guerre froide, avec l'abandon des pays membres du bloc de l'Est, les USA vont traumatiser tout le monde et remporter facilement la médaille d'or. Le meilleur marqueur de ces JO s'appelle Michael Jordan, mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. À l'époque, Team USA est constitué uniquement de joueurs universitaires, on l'a dit, car les pros étaient interdits par la FIBA, donc pas de joueurs NBA aux Jeux Olympiques. L'équipe américaine, pour s'entraîner avant les JO, avait organisé plusieurs matchs de gala face aux meilleurs basketteurs NBA. Quoi, pas de joueurs NBA, pas de joueurs pro? J'écris certains des noms ici qui, a priori, vont vous dire quelque chose. Face à ces légendes de la plus grande ligue de basket du monde, les jeunes gamins ne vont pas se laisser faire, au contraire, et un peu à la surprise générale, vont disputer 8 matchs contre cette super team et remporter les 8 matchs. In my opinion, Michael Jordan has the opportunity to become one of the all-time great basketball players in the history of the game. I'm talking about in the class of the Weston Robertson, a Hall of Fame type player. Au cours de l'un d'entre eux, certaines des stars NBA, notamment Magic Johnson et Larry Fame type player. Au cours de l'un d'entre eux, certaines des stars NBA, notamment Magic Johnson et Larry Bird, se mettent à jouer un peu plus sérieusement, peut-être agacés de se faire marcher dessus par des jeunes adultes, et prennent quelques longueurs d'avance. Le problème, c'est qu'en face d'eux, il y a un mec de 21 ans, affamé comme jamais, compétiteur comme personne, un arrière diabolique qui va ringardiser tout le monde et tuer le match presque tout seul. Il n'a encore jamais disputé un seul match NBA. Il s'appelle Michael Jordan. If I were going to pick the 3 or 4 best athletes I've ever seen play basketball, he'd be one of them. He's one of the best competitors. He's one of the most skilled players. And that, to me, makes him the best basketball player that I've ever seen play. Pour ceux qui le savent, je suis un énorme fan de basket depuis en gros 2010-2011, la fameuse saison MVP de Monsieur Derrick Rose. J'ai eu l'occasion de jouer sur un parquet NBA en 2019 et tout ça n'aurait sûrement pas été possible sans Michael Jordan. C'est peut-être un peu gros dit comme ça, mais on va le voir, le numéro 23 des Bulls a été l'un des acteurs principaux de l'essor mondial du basketball. Un exemple tout simple, en 84, Michael débarque en NBA et en 85, soit un an plus tard, la NBA débarque en France. Même si le basket américain a déjà quelques stars dans sa ligue, l'Oiseau à l'Est et Magic à l'Ouest. Ce petit jeune de 21 ans, tout droit venu de New York, va mettre une claque à tout le monde dès ses premiers mois et faire du basket l'un des sports les plus médiatisés au monde. And he said, Larry and Magic, you had your run, but there's a new sheriff in town. Retour sur la carrière d'un monstre absolu, d'un phénomène sportif, médiatique, fashion, culturel, commercial. Retour sur l'emblème générique du basket à travers le monde. Michael Jordan dit MJ. Faut bien commencer cette vidéo par quelque part, et pour Michael, il y a plusieurs solutions. Est-ce qu'on parle du camp 5 Stars en 80, où Michael, 17 ans, fait déjà parler de lui, du prestigieux McDonald's Games un an plus tard, qui réunit les meilleurs lycéens du pays, dont forcément le jeune Jordan, we do all kinds of things, push, hold, foul, and sometimes we even got in fights, and that's part of the game. Ou plutôt directement de son arrivée à la fac. La Caroline du Nord, fief également de James Worthy, futur Laker, et plus tard d'un autre magicien des airs, accueille le jeune Michael Jordan en 1981 et lui offre une bourse pour concilier les études et forcément le basket. Bon, juste pour info, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, avec notamment ceci.
Michael est né à Brooklyn, il a failli se détruire le pied avec une hache quand il avait 5 ans. Et son idole petit était David Thompson, finaliste du premier concours de dunk de l'histoire. Ceci explique peut-être cela. En tout cas, Michael se débrouille plutôt bien à Chapel Hill. Il passe 3 ans là-bas, de ses 18 à ses 21 ans. Le temps de montrer déjà ce jeu plein d'explosivité, de rage, de gros dunks en attaque, de bonnes grosses bâches en défense. Avec déjà le numéro 23 sur les épaules, Jordan rentre logiquement dans la discussion des meilleurs prospects à son âge. On évoque évidemment ses qualités athlétiques, son fighting spirit. C'est un joueur qui cherche constamment à filer vers le panier. En fait, sa qualité de shoot à mi-distance de fadeaway n'est pas encore celle qu'on va connaître un peu plus tard. Et pourtant, son passage en Caroline du Nord sera surtout marqué par ça. Les Tar Heels de Michael Jordan vont jusqu'en finale de la March Madness 82, en gros, la finale du championnat universitaire américain. Le match est marqué par l'affrontement entre Patrick Ewing d'un côté, Michael Jordan et James Worthy de l'autre. Le match est surtout ultra serré, ça fait 62-61 pour Georgetown. Il reste quelques secondes à jouer. Today I'm going to make a beat. We're going to Output's new plugin co-producer play your... The time, 18. Michael Jordan, 14 seconds. North Carolina has won the 1982 NCAA championship. D'un shoot plein de sang-froid, plein de maîtrise, Michael Jordan donne l'avantage à son équipe et offre le premier titre universitaire de l'histoire de North Carolina. James Worthy a été encore plus brillant avec 28 points. I was better than Michael Jordan for about 3 weeks. I knew he was going to be an all-star, but I didn't know he was going to be possibly best player ever. Mais Jordan a bien le dernier mot. La pression, mais il s'en fout, mais il est né pour faire ce genre de choses. 2 ans plus tard, Jordan est nommé comme étant le meilleur universitaire du pays et décide de se présenter à la draft un an avant le process plus classique. Now at 6'6", 195 pounds, actually you could play 2 positions. Which would you prefer? It doesn't matter really. Whatever can contribute to the team. If I have to play small forward, if I have to play guard, whatever the team needs. I think I'm dedicated enough to work hard and try to be the best basketball player I can. And it's good to get comments from everyone, and that's inspiring to go out and keep working hard. Si beaucoup d'observateurs et de scouts NBA ont bien perçu tout le potentiel de ce jeune ultra athlétique, ultra spectaculaire, la NBA à l'époque est plutôt une ligue de grands et de lourds. Les pivots sont toujours les profils les plus recherchés par les équipes. Et imaginer un ailier pas très grand se faire drafter en première position relève encore du fantasme. À quelques semaines des fameux JO de Los Angeles, où Michael va aussi faire parler de lui, il se présente donc à la draft NBA 84 comme l'un des joueurs les plus prometteurs du pays. Premier choix, Houston choisit Hakeem Olajuwon, un choix logique puisque la franchise fameux JO de Los Angeles, où Michael va aussi faire parler de lui. Il se présente donc à la draft NBA 84 comme l'un des joueurs les plus prometteurs du pays. Premier choix, Houston choisit Hakeem Olajuwon, un choix logique puisque la franchise cherchait un vrai pivot depuis quelques années. Et Portland, en deuxième position, décide de choisir Sam Bowie, un autre pivot, une grande tige du Kentucky, plutôt que de choisir Michael Jordan. Le choix peut paraître bizarre avec le recul, mais Portland a déjà un arrière dans le même profil que Michael et avait vraiment besoin d'un big man dans la raquette. Du coup, les Bulls débarquent en troisième position avec du choix. Il y a encore Charles Barkley, John Stockton et Jordan de disponibles. La suite, vous la connaissez. Les Taureaux choisissent le prodige de North Carolina. The Chicago Bulls pick Michael Jordan, University of North Carolina. Partir de là, le plus compliqué, ça va pas être de raconter sa carrière, ça va être plutôt de la résumer, tant Jordan a profondément changé l'histoire de sa discipline. Dès sa première année dans la ligue, Michael est sur une autre planète, il envoie 28 points de moyenne sur la saison et participe à son premier All-Star Game, déjà titulaire, déjà superstar. Le jeune taureau est tellement fort, l'ombre est tellement vaste pour les autres stars de la ligue, que certains refusent même de lui passer la balle, notamment celui qui va devenir l'antagoniste ultime de sa carrière, Isaiah Thomas, meneur emblématique des Bad Boys de Détroit. Pour se venger, parce que Michael, on le verra, adore ça. Quelques jours après ce fameux All-Star Game, il retrouve Isaiah et lui plante 49 points dans le museau, la rancœur comme finalité. For his 49 of standing O in Chicago.
La première saison de Jordan est déjà complètement hallucinante du côté du sportif et côté marketing pour ceux qui ont l'œil. Vous avez remarqué sûrement la transition du côté des chaussures. Là aussi, l'histoire est digne d'un film. Le seul fait que Michael Jordan soit impliqué dans un triangle marketing fait de cette histoire une anecdote absolument folle. En gros, Converse sponsorise déjà Larry Bird et Magic Johnson, donc il tourne le dos à Michael, qui lui du coup va chez Adidas, sa marque préférée, pour demander un partenariat, mais la marque à 3 bandes refuse catégoriquement. My favorite shoe was an Adidas shoe, you know, and at the time that everybody was starting recruiting me about what shoes to wear, I was pro Adidas, you know, the whole time, and they didn't feel like it was worth it, you know, which in hindsight is perfect for me because it made my decision that much easier, and I ended up with Nike. Selon eux, c'est une certitude, un arrière ne fera jamais autant vendre de baskets qu'un intérieur, comme par exemple Patrick Ewing. Le deal n'est pas signé et Jordan tout simplement va chez la concurrence. La marque à la virgule, Nike, lui ouvre ses portes pour signer le contrat sportif le plus intelligent de tous les temps. Car oui, 40 ans plus tard, la marque Jordan génère encore plus de 60 millions, pas de dollars, mais bien de nombre de paires vendues, soit plus de 5 milliards d'euros par an. À 21 ans, Michael a créé, sans trop le savoir, un empire de la mode et veut désormais créer un empire de petites bagues. À partir de là, je vais accélérer un tout petit peu parce que sinon, on y sera encore mercredi matin. Malgré tous les efforts de Jordan, qui envoie des lignes de stats bien fournies, les Bulls échouent au premier tour des playoffs 85 et Michael se blesse au début de la saison suivante et rate presque 80% de la saison régulière. Miraculeusement, les Bulls, qui, il faut bien le comprendre, ne sont pas du tout une grande équipe à l'époque, terminent avec un bilan suffisant pour aller en playoffs et pour aller se jeter dans la gueule du loup face aux légendaires Celtics de Larry Bird. Face au double MVP en titre, face au futur champion NBA, Michael joue littéralement tout seul avec des moves presque effrayants d'aisance et de facilité. Attachez-vous bien parce que les chiffres n'ont plus aucun sens. Game 1, Michael envoie 49 points, mais Chicago a perdu. Match 2, Michael envoie 63 points, record historique en playoff, qui n'a toujours pas été approché. Mais les Bulls finissent encore par être battus en prolongation. Michael Jordan doit se dire, mais c'est quoi ces nuls là de se faire chier là. La suite est iconique, Larry Bird dira tout simplement que ce soir-là, à Boston, Dieu était déguisé en Michael Jordan. 63 points à Boston en playoff à 23 ans, face à l'une des meilleures équipes de toute l'histoire. Le numéro 23 présente l'ébauche d'une domination sans pareil les années qui arrivent. En 87, 88, 89, 90, 91, 92 et 93, le meilleur marqueur de la NBA, le joueur le plus dominant de la ligue, le tueur ultime des systèmes adverses, s'appelle Michael Jordan. Jordan. Oh, wow. There's Jordan with 3. Yes! Jordan, time winding down. Michael for 3. He certainly slept there. Jordan goes in for a jump. And he jams it over J.B. Carroll. And that's what I'm talking about. Working past Petrovic. On l'avait dit au début de la vidéo, Jordan à la fac était surtout un joueur de pénétration agressif qui cherchait tout le temps à claquer un double pas ou un dunk, mais là on est passé sur complètement autre chose. Le shoot a considérablement progressé, Michael est un as de la mi-distance, il peut shooter après un système, il peut créer de l'espace tout seul, il peut aller au contact et finir en douceur sur un fadeaway, et cette capacité à rester dans les airs pour ne pas se faire contrer, ce fameux hang time, est juste exceptionnel. Jordan a fait de cette mi-distance un danger permanent, obligeant les défenseurs
défenseur a bien le collé, ce qui par conséquent crée de l'espace pour aller au panier après une feinte. Le style de jeu de MJ était basé sur une connaissance totale de son corps, utilisant parfaitement tous ses muscles et sa longueur pour dominer offensivement. Parler simplement de toute sa panoplie offensive de Michael pourrait déjà durer une bonne demi-heure, avec des compilations interminables pour chacune de ses grandes saisons, mais c'est même pas fini. En plus de tout ça, au-delà de tous ses paniers, ses gros tomards, ses tirs au buzzer, ses shoots acrobatiques, ses finitions en l'air, Jordan dominait physiquement mais aussi et surtout mentalement. On parle bien ici de ce qui est sûrement le mec le plus compétiteur de l'histoire, l'un des plus tueurs mentalement qui te fait comprendre qu'il va te monter dessus et t'écrabouiller sur un dunk. Un regard mal placé, une parole déplacée et c'est déjà la fin. Quand Michael décide de martyriser, de passer l'épaule et de vraiment se la donner, personne ne peut se mettre entre lui et le panier. You can't get any better as a player offensively, can you? I hope not. I think that my offensive game has reached its peak right now in the way that I'm playing and the confidence that I have in my offensive game. But I think, like I said, you can easily stereotype you as an offensive player by scoring so many points. Sauf que le plus fou dans toute cette histoire, c'est que Michael était bien sûr terrifiant avec le ballon dans les mains, mais il était autant quand c'était l'adversaire qui tentait quelque chose. Je vais pas m'épiloguer là-dessus, pour ceux qui le souhaitent, il y a plein de compilations défensives de Jordan, mais quand t'es aussi effrayant d'un côté et aussi redoutable, féroce, collant, menaçant et cauchemardesque de l'autre, qu'est-ce que tu veux faire? Cette version de Jordan 87-93 est peut-être la version ultime du two-way player, défenseur d'élite, attaquant épouvantable, la version finale du basketteur parfait. Bon, le seul problème, c'est que la bande de Michael tombe 3 ans d'affilée contre les fameux Bad Boys de Détroit en playoff, et à chaque fois, le scénario est plus ou moins le même. Jordan avait déjà planté plusieurs fois des gros cartons sur leurs voisins géographiques. On parle ici de 49, 59, 61 points, des chiffres qui ne plaisent pas trop à des Pistons, réputés pour leur rigueur défensive et pour autre chose. We may lose the game, but we ain't gonna lose the fight. I'd like to have a mental edge with their best player. That was Bird. And if you could break him, you could break their whole unit. Du coup, pendant 3 ans, en playoff, face à l'arme offensive ultime, les Pistons utilisent ce qui sera appelé la Jordan Rule, autrement dit tout faire pour limiter Michael Jordan, toujours à la limite de l'antisportif. 3 ans, 3 séries de playoffs pleines de tensions, ayant créé l'une des plus grosses rivalités de l'histoire de la balle orange, du pain béni pour la NBA qui a trouvé en quelque sorte André des boules de quilles. Ici, la suite de la bagarre entre les Lakers et les Celtics dans les années 80. Chicago-Détroit, 88, défaite 4-1, 89, défaite 4-2, 90, défaite 4-3. De plus en plus proche, de mieux en mieux entouré, Michael s'arrache pour aller chercher cette première bague qui, pour l'instant, lui échappe. Et quand je dis s'arrache, c'est que Jordan tourne quasiment à 36 points de moyenne en playoff contre des franchises qui n'ont qu'une seule envie, le détruire, l'empêcher, le limiter, bien souvent en vain. Plus sérieux, autour de Michael, il y a de l'espoir car les Bulls commencent à devenir de plus en plus sérieux autour de Michael, grâce notamment à l'appui d'un certain Scottie Pippen, monstre défensif et futur lieutenant de Jordan. Et surtout sur le banc, c'est l'arrivée de Phil Jackson et sa fameuse attaque en triangle qui va changer pas mal de choses dans la façon de moduler l'attaque des Bulls. Nous sommes en 1991, Jordan a 28 ans, c'est déjà sa 7e saison NBA et cette fois-ci le vent va enfin tourner. Chicago écrase les Knicks et les Sixers en playoff, Michael est déjà stratosphérique et se présente alors pour changer les Pistons de Détroit, les Dennis Rodman, Joe Dumars, Bill Laimbeer, Isaiah Thomas, des tueurs à gages avec un seul nom sur le papier, Jordan Michael. Les Bad Boys sont tellement obnubilés par le numéro 23 qu'ils en oublient cette fois-ci le reste et Michael, dans un rôle plus collectif, va enfin tuer les Pistons froidement. 4 matchs, 4 victoires, pas d'accolade amicale, la rivalité paroxyste est terminée. 4 matchs, 4 victoires, pas d'accolade amicale, la rivalité paroxyste est terminée. People around the league will rejoice that this is the end of dirty basketball. I hope so, except for Detroit. I mean, you saw what type of class they had. Les Bulls vont ne faire qu'une bouchée des Lakers de Magic en finale. Jordan fait ça. Il est élu MVP des finales et peut enfin
profiter de cette première bague. It's been a 7-year struggle. I mean, when I first got into Chicago, we started at the bottom. And every year we just worked harder and harder until we got to it. And, you know, it's so gratifying. You know, I've appreciated so long in my life, you know, for my family, for my kids, everything. It's the most proud day I've ever had. L'appétit du numéro 23 est ouvert, mais il a toujours aussi faim, et en 92, en 93, les Bulls vont de nouveau remporter le titre NBA avec à chaque fois un Jordan époustouflant, tantôt soliste, tantôt altruiste. Les Suns peuvent témoigner. Lors des finales de 93, Jordan retrouve Charles Barkley, drafté lui aussi en 84 et surtout MVP de la saison régulière, chose que Michael n'a pas trop appréciée. Et il faut bien comprendre une chose. Pendant toute sa carrière, Michael a vécu dans la confrontation sportive sur le terrain, mais aussi dans la recherche d'autres choses, de trash talk, de plaisir presque coupable, de provocation, de vengeance. Et justement, face à Phoenix, l'occasion est presque trop belle. Barkley réalise de belles finales avec 27 points et 13 rebonds de moyenne, mais ce n'est rien comparé aux 41,8 rebonds et 6 passes D de Jordan, une feuille de stats complètement lunaire pour des finales. Michael est au sommet, Jordan est triple champion NBA, les Bulls et leurs capitaines sont décidément trop forts, mais si le basket est une chose, la vie personnelle en est souvent une autre. À l'aube de la saison 94, Michael Jordan annonce à la surprise générale qu'il arrête sa carrière. Il dit avoir perdu la motivation et surtout, le décès de son père, assassiné quelques semaines plus tôt, l'a très fortement impacté émotionnellement. Le moral n'est plus là, trop de basket, trop de médias, trop de matchs. Depuis les fameux JO en 92, Michael semble que quelque chose a changé. L'amour... Bon les gars, ça finit là, on finit là pour la journée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je dis à la prochaine les gars. On va reprendre l'extrait puis ciao.